On va démarrer la table ronde, donc j'invite tous les intervenants. Donc Jean-Luc Delpont, du bureau du LVSE, Dominique Mollard. Dominique, parfait. Je vous invite à prendre place. Je dois être un peu là pour passer les slides, donc vous pouvez rester debout si vous préférez, ça m'est égal. Donc Stéphane Mur, architecte, Dominique Mollard aussi, architecte chez Archipante, et Julien Riva, architecte chez Architecture Riva, qu'on ne présente plus. Donc on va parler, donc on est là pour parler du passif et d'architecture qui prend soin. Donc un sujet très vaste. On tente un nouveau format pour cette table ronde. Donc Stéphane, tu as réalisé quelques interviews d'occupants de bâtiments passifs de divers types. On va donc les visionner ensemble. Ensuite, l'idée c'est qu'on en discute. On va visionner des extraits d'interviews et ensuite on va en parler tous ensemble. L'idée c'est que vous puissiez tous les quatre donner votre avis, ce que ça vous évoque et en quoi du coup on caractérise en quoi le bâtiment passif prend soin euh, dans toutes les dimensions. On a à peu près 1 heure pour cette table ronde. Alors, pour l'introduction, donc on a un micro pour vous. On a quand même une petite introduction avant. Alors, c'est vous qui vous débrouillez. Qui présente cette photo? Donc, l'idée, c'est de faire une introduction sur qu'est-ce que le passif. Un petit peu cocasse. Je vous laisse faire. On a la personne dans la salle, mais je peux le faire pour lui. Donc ça, c'est mon collègue, Franck, dans une tenue très très légère, on va dire, avec son chat à ses pieds. Alors c'est une photo en fait qu'on a utilisée un peu en clin d'œil dans notre bouquin sur le confort d'été, quand on parle de tout l'aspect confort physiologique, pour expliquer un petit peu que voilà, en tant qu'humain, en tout cas sur ces derniers millénaires, on est beaucoup moins équipé que le chat pour résister aux froidures de l'hiver. On n'a pas notre fameuse fourrure. On l'a sans doute avoir un peu plus il y a quelques centaines de milliers d'années, je pense. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions pour se protéger. Ben, voilà, l'enveloppe passive, c'est un petit peu notre peau de chat qui nous manque. Voilà. C'était juste un petit clin d'œil de départ. Merci Jean-Luc. J'ai quand même mis un tout petit rappel de qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment passif, au cas où il y a certaines personnes ici qui ne seraient pas encore au courant. En 2 secondes, un bâtiment passif, c'est un bâtiment hyper isolé, avec des fenêtres aussi très bien isolées, plutôt bien orientées, en général côté sud quand on y arrive, avec un système de ventilation double flux centralisé qui permet de récupérer la majeure partie des calories, que ce soit du froid ou du chaud, une étanchéité à l'air parfaite, donc c'est le trait rouge tout autour du bâtiment, qui permet à la ventilation double flux de vraiment jouer son rôle de récupérateur. Sans ça, ça marche pas bien. On évite aussi tous les ponts thermiques, on les minimise le plus possible, et ça fait qu'on apporte le minimum de chauffage possible. On apporte toujours un peu de chauffage, mais vraiment le minimum syndical. Enfin, on a toujours des protections solaires pour se protéger l'été, pour avoir un confort maximal. C'était l'introduction en 2 secondes. Donc, on va commencer par le témoignage du propriétaire d'une maison, passive à Chambles. Voilà, donc je retrouve Mathilde, merci de me recevoir. Voilà, le sujet du jour, c'est le ressenti dans une maison passive. Donc là, avec le retour d'expérience sur 3 ans à peu près, qu'est-ce que vous diriez sur le ressenti dans ce genre de maison? Eh ben, c'est une maison où on est bien l'été comme l'hiver. Okay. Donc oui, on a 2 ans et demi de recul, on a 2 étés et 3 hivers. L'hiver, c'est extrêmement agréable. On a une température qui descend jamais en dessous de 17-18, même le matin, les journées où il fait froid. Et puis en chauffant, quand il fait très froid, s'il n'y a pas de soleil, 1 ou 2 heures avec notre poêle à bois, on arrive à vraiment monter à des températures qui sont agréables aux alentours de 20-22 et surtout qui sont homogènes dans la maison. Et c'est ça qui est agréable et qui fait qu'on ne passe pas d'une pièce à l'autre où on a une différence de température, où c'est ça qui peut être désagréable.
Donc le confort d'hiver est facile à trouver et la difficulté, et notamment sur les années à venir, ça va être encore plus ça, c'est le confort d'été. Donc la grande importance d'avoir des BSO, d'avoir vraiment un système d'aération qui permet la nuit de faire baisser en température est importante. Mais nous, on a réussi à avoir, et notamment grâce au fait qu'on a quand même 3 expositions principales, Est, Sud et Ouest, à vraiment avoir un moyen de ventilation facile la nuit. Et le premier été, on a eu un peu plus de mal, il a fallu qu'on s'habitue et on montait un peu plus en température. Et maintenant qu'on connaît bien et qu'on est bien rigoureux sur le fait de fermer vraiment dès qu'il y a du soleil, on arrive à avoir un confort d'été qui est très agréable. On s'y habitue et on s'en rend plus compte, et quand on a du monde qui vient, il y en a certains qui pensent que l'été on a la clim parce qu'en fait on sent qu'il y a vraiment une fraîcheur et en tout cas une différence notamment par rapport aux pièces qui sont à l'extérieur ou par rapport au garage où on voit la différence où là ça peut monter en température. Donc c'est vraiment le côté température homogène qui sont agréables, le fait qu'on sent qu'il n'y ait pas d'humidité et nous on s'y sent vraiment bien. Ok, super. Merci pour ce retour d'expérience. De rien. Alors, on a je vais y arriver, 2 témoignages de maison, on va regarder les 2, ensuite on en parle, je pense que ce sera plus efficace. Merci Anne de me recevoir. Merci à vous de m'avoir sollicité, ça me fait plaisir. Bon, alors c'est vrai qu'on sent que quand on arrive dans cette maison, on est dans un climat agréable déjà. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Et puis là, on a une vue sur un coin de verdure super sympa, alors qu'on est en pleine ville, quoi. Ouais, c'est ce qui nous a plu en fait dans le projet, c'est d'être à la fois en cœur de ville et à la fois d'être dans un petit îlot végétalisé assez préservé. Ouais, c'est ça. Donc là, le projet a été réalisé, ça fait 8 ans. Et donc vous y êtes depuis le début. C'est ça. Et du coup, maintenant, avec ce recul, toute cette expérience, qu'est-ce que vous en diriez du passif ? Comment on s'y sent ? Quel recul vous avez ? Alors, comment on s'y sent ? Plutôt très bien. En fait, surtout sur les intersaisons, c'est très agréable parce que la température chute beaucoup moins vite et on a une température plutôt très constante. L'hiver, après, c'est hyper rare qu'on doit rajouter notre petit radiateur, sinon on a vraiment une température tout le temps agréable. Donc c'est vraiment quand il fait très très froid, et je pense que ça doit être dans les 15 jours, 3 semaines par an où on doit ramener un tout petit peu plus de chaleur. Donc c'est vraiment très rare pour nous. Ok. Donc ça passe par un radiateur électrique. C'est ça, un radiateur électrique que nous maintenant on a mis de façon amovible, qu'on sort que le mois en fait où on sait qu'il va peut-être faire un peu froid. Et le reste du temps, pas du tout de chauffage? Rien du tout. Juste la VMC double flux. Donc voilà, pour l'hiver. Les intersaisons, donc, comme je vous disais, c'est vraiment hyper agréable parce que c'est une température constante. Et l'été, on garde quand même une fraîcheur. On a vraiment la différence par rapport à une maison où nous on habitait dans un appartement et où l'été on avait très chaud, on avait du mal à réguler. Là, en régulant bien, en ouvrant bien dès qu'il fait frais, on garde en fait quand même une température assez longtemps, en fait beaucoup plus fraîche que dans une autre maison. Ok. Pour qu'on se rende compte un petit peu cet été, est-ce que vous sauriez dire quelle était la température maximale qu'on a atteint? Alors, on a eu 26-27, je pense, 27, voilà. Cette année, ça a été quand même une année particulière. Je pense que c'est l'année où on a eu le plus chaud, en fait, dans la maison. Par rapport aux années précédentes. À cause de cette canicule qui était très importante. Mais on a eu peut-être 1 ou 2 jours à 28, mais on était plutôt sur les 26-27 et au maximum de la chaleur de la journée. Dès le matin, en fait, par contre, le fait de ventiler, on arrivait à redescendre assez vite. Donc voilà. Je dirais que quand même cette année, c'est la première année où on s'est dit « Ah, quand même, il fait chaud ». Mais je crois qu'à
À Saint-Étienne, tout le monde l'a constaté. Ouais. Mais les autres années, si vous m'aviez interviewé l'année dernière, je vous aurais dit, mais nous, on n'a jamais chaud en fait dans notre maison. Oui, donc c'est vraiment, depuis 8 ans, c'est le seul été. Ouais, donc voilà, on sait que ça peut arriver d'avoir un peu plus chaud. Et surtout, on va dire, même pas sur l'été, ça a été sur la période les 2 dernières semaines de juin, où on a eu cette forte canicule. Et au mois d'août, les 15 derniers jours d'août, on va dire. Ouais, et encore les températures, vous me dites, ça me semble. C'était correct. En fait, c'est surtout qu'il y avait. Quand on sortait de toute façon dehors, il faisait tellement chaud. En fait, quand on rentrait, il faisait quand même frais. Parce qu'il y avait un tel décalage en fait, de température qu'on n'avait pas du tout. Et nous, on n'a pas de ventilateur, on n'avait rien de trapport. Hein. On n'a pas de petite clim, pas de choses. Même pas de ventilateur. On était juste avec notre maison, avec la VMC. Voilà. Ok. Et donc là, on a une grande baie vitrée sur toute la hauteur de la façade. Ouais. Du coup, l'été, vous savez, vous avez pris l'habitude en fait. Donc en fait, on gère, on a un brise-soleil en fait qu'on peut descendre et nous on le descend jusqu'à la porte, juste au-dessus de la porte. Okay. Donc toute la journée, dès que le soleil commence à sortir, on commence à le mettre là. Et on n'a pas besoin d'être dans le noir total en fait. Oui, parce que c'est des lames qui s'inclinent. C'est ça, ouais. Parce que, moi avant aussi, pareil, je vivais dans le noir en fait l'été pour ne pas avoir chaud. Nous, on ne vit pas dans le noir. Oui. En fait, on baisse complètement quand on part pour quand même garder un tout petit peu plus, que ça rentre un petit peu moins de chaleur. Mais sinon, en fait, on a remarqué qu'on descende en bas ou qu'on reste comme ça fait pas énorme de différence. Et quand même, moi, j'aime la lumière. L'été, c'est quand même très agréable d'avoir une maison encore où on vit pas dans le noir, en fait, tout le mois d'août. Oui, c'est vrai que je trouve que c'est important et c'est quelque chose que si c'est bien géré, on peut tout à fait garder de la lumière indirecte. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est couper le rayonnement solaire direct. Exactement. Et là, comme vous disiez, vous baissez le store jusqu'au-dessus de la porte. Et en fait, au-dessus de la porte, on a une casquette. C'est ça, exactement. Qui protège bien l'été côté sud. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pensez à d'autres choses qu'on pourrait évoquer sur qu'est-ce que le passif apporte comme soin à ses habitants ? Il y a un truc confortable aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'aérer l'hiver tous les jours notre maison. En fait, la VMC Double Flux le fait pour nous. Oui, c'est un confort d'usage en fait. D'usage aussi, de ne pas se dire absolument il faut que j'aère en grand. Voilà. Oui, puis accessoirement, en fait, une VMC double flux brasse plus d'air qu'une simple flux. C'est ça. Donc, ça apporte une meilleure qualité d'air à la fois en gestion de CO2, de COV, d'humidité. Ouais. Vous pensez à autre chose à rajouter ? Non, je pense que ce qui était important là, c'est plus après au niveau, pas que du bien-être, mais au niveau des convictions écologiques. Pour nous, c'était hyper important que nos enfants aussi le comprennent dès le début, comprennent en fait que nos ressources, en fait, elles sont pas... il faut y faire attention. Donc, moins on consomme d'énergie, quand même mieux c'est pour la planète. On n'est pas... c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour notre planète. Nous, c'était aussi vraiment les deux choses qui nous intéressaient. Oui, que nos enfants soient vraiment aussi impliqués, en fait, là-dedans, parce que vivre dans une maison passive, automatiquement, on leur pose souvent des questions. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi t'as pas de radiateur ? Alors comment on chauffe ? Comment on chauffe, tout ça. Et donc ils savent y répondre et ils savent amener des arguments de pourquoi c'est important et que voilà, faire attention à nos ressources pour nous c'est hyper important. Et oui, quelque part avec le passif, le fait de consommer très peu de chauffage l'hiver et puis il n'y a pas de climatisation l'été, c'est une manière de prendre soin des générations futures. C'est ça. En économisant l'énergie consommée. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. De rien, c'était avec plaisir. Alors, je propose de débriefer tous ensemble sur les qualités du coup des bâtiments maisons passives qui prennent soin. Quelqu'un veut commencer ? Je peux commencer parce que j'ai le micro. Non, moi, ça me fait sourire parce que les deux témoignages, j'aurais pu faire le même quasiment. J'habite en maison passive depuis presque 10 ans. Et effectivement, tous ces ressentis, je les ai connus. Tu confirmes ? Je confirme sans aucun problème. Et je peux confirmer, je peux dire aussi que, alors, si j'ai 2 points à relever que j'ai trouvé intéressants, le premier point, c'est l'apprivoisement du bâtiment. C'est surtout dit dans le premier commentaire, dans le premier reportage. Ils ont une première année un peu difficile en été. Je pense que c'est le temps de comprendre comment le bâtiment fonctionne, parce que c'est vrai qu'il y a un comportement qui est un petit peu différent des bâtiments classiques, mais on sent que les 2 personnes interviewées, maintenant, elles connaissent bien, elles ont bien compris les ressorts du fonctionnement, notamment
effectivement, on va se protéger en été, on va ventiler la nuit. Pour anticiper, en fait. Voilà, Ça une espèce de bonne compréhension du bâtiment qu'on a tendance à perdre maintenant. On est dans un logement, à la limite, on ne se préoccupe pas trop de savoir comment il fonctionne. Donc ça, c'est le premier point que j'ai trouvé intéressant. Et le deuxième point que j'ai trouvé intéressant, c'est le côté, alors ça c'est dans le deuxième interview, quand la dame dit oui, mais mes enfants, des fois on les interroge sur comment elle marche votre maison et tout. Et je me dis, bah oui, c'est de la transmission générationnelle aussi. L'occupant apprend à utiliser son bâtiment et il transmet cette information à ses enfants. Je trouve ça vachement intéressant, quoi, de faire passer ça. Merci. Dominique, peut-être? Moi, ma réaction sur ces interviews, ça ne concerne que des propriétaires. Et je pense que si on interviewe des locataires, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense qu'il faudrait compléter votre montage avec cela. Okay. Pourquoi je dis cela? Parce que donc j'ai réalisé donc ma première maison passive pour mon beau-père, hein, qui avait 84 ans à l'époque. Et je m'étais dit, oula, il va falloir donc il faut un chauffage d'appoint, donc il va avoir froid aux mains et tout, donc je vais lui mettre un radiateur pour qu'il puisse se chauffer les mains. Et ce radiateur donc à eau, alimenté par des granulés de bois naturellement, je pensais que c'était super. Et je me suis fait souvent engueuler en disant le chauffage ne marche pas, parce que le radiateur était tout le temps froid. Donc je pense que quand c'est un locataire, d'autant plus d'un certain âge, il s'approprie pas du tout de la même manière le logement. Et donc moi j'ai réalisé 7 logements à Montbrison, justement pour tester tout cela. Donc ils sont en location et les gens ont du mal à vivre des maisons passives. Pour ce qui est du confort d'hiver, donc j'ai dit à part cette histoire de radiateur qui est tout le temps froid, ça marche super bien. Par contre, du confort d'été, les gens réagissent de manière tous différente. Il y en a qui savent à peine fermer les volets quand il faut le faire, et il y en a qui disent, puis c'est l'été, je ventile en permanence. Et ça, c'est la catastrophe. Est-ce qu'il y a un accompagnement du coup des locataires? Parce que quand on pense à locataires, moi je pense rotation des locataires. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait du coup? Oui, mais l'accompagnement, il faut que je me batte à la coupe. Hein. D'accord. Je le fais pas suffisamment, et quand je le fais, je leur dis non, mais il faut baisser les stores et il faut pas ventiler. Ah non, mais moi je suis comme ça. Bon, le locataire a toujours parfois un réflexe voilà. Contre-productif. Voilà. Donc pour moi, je pense que l'habitat passif, c'est très bien pour ce qui est du chauffage. Pour ce qui est du confort d'été, il y a encore, on peut faire mieux. Et je compléterai, donc on a fait le collège de Valenton. Le maître d'ouvrage, pareil, a eu cette réflexion, disons, niveau consommation d'énergie, c'est très très faible. Il en est entièrement satisfait. Le retour des utilisateurs, c'est quand même à la fin de la saison scolaire, ils ont quand même chaud. Et c'est vrai, quand vous mettez 30 gamins dans un bâtiment passif sans ramener de froid, finalement, hein, ça ne peut pas marcher. Ça fait beaucoup d'apports internes. Comment? Ça fait beaucoup d'apports internes. Et oui. Et il faut les combattre, ces apports internes. Hein. Comme dans des bureaux, quand vous avez de l'informatique, on ne fera pas tout avec la VMC du passif. Voilà. Donc je pense qu'il y a une réflexion à mener encore sur le confort d'été. Il faut aller encore plus loin. Donc il faut travailler avec du géocooling, il faut travailler avec des stockages lit de galets. Moi j'ai fait ma maison en 82, 35 kWh par mètre carré, certifié par EDF, et en été avec un stockage lit de galets pour le confort d'été. Et en été, c'est un super confort. Donc je crois qu'il y a encore une réflexion à mener à ce stade. Histoire de vous donner du boulot à la maison passive. Alors, tout dépend, mais tu touches effectivement deux typologies différentes. Le logement et le tertiaire ou le scolaire. Sur le logement, il y a peu d'apports internes. Donc, peu d'apports internes, tout dépend. Madame Lambert, ici, le premier truc qu'elle a dit, elle a un radiateur amovible. En fait, comme les 2 premières années, elle ne s'était pas du tout servie du chauffage, elle l'a enlevé. Elle a un petit convecteur qui était là pour le mode absence ou le mode grand froid.
Elle l'a enlevé parce qu'elle cuisine beaucoup. On voit la cuisine, hein, elle fait des plats, des tartes. Mais comme on ne fait pas des plats et des tartes et des raclettes en été, du coup, le mode de vie complète bien. Après, sur le confort d'été, dans du logement, normalement, les occupants comprennent assez vite. Ils se font avoir une fois ou deux. Et même les locataires, j'y reviendrai, mais voilà, s'il fait chaud, on comprend vite qu'il faut baisser ses stores, etc. C'est moins évident en tertiaire, on en parlera. Il y a Madame Ray qui témoigne et qui est venue aujourd'hui. C'est vrai que souvent, quand on n'est pas chez soi, on part du principe qu'on n'a pas à s'approprier le bâtiment et que c'est le bâtiment qui doit fonctionner tout seul et que s'il fait chaud, c'est de toute façon qu'il devrait y avoir la clim. Et donc c'est vrai que sur le bâtiment d'Arctic, Jocelyne, avec efficacité, a imposé qu'en été, on baisse les stores. Sur la cité administrative Paul Petit, on a automatisé la gestion des stores et c'est vrai que ça se passe mieux, mais c'est vrai que le bâtiment doit gérer à la place de l'usager. Ça, c'est un peu dommage. Et donc sur le confort d'été, là où je te rejoins, dans du logement, il y a peu d'apports internes et donc on arrive à des choses normalement satisfaisantes avec de l'ouverture de fenêtres. Ça marche à Saint-Étienne, ça marche plus à Lyon. Parce qu'à Lyon, en canicule, il fait... je ne veux pas alimenter quelques rivalités stéphano-lyonnaises, encore que... Mais... Non, mais c'est vrai qu'en Lyon a souvent 3-4 degrés de plus que Saint-Étienne. C'est plutôt 5 à 6 en mode canicule parce qu'ils ont un phénomène d'îlot de chaleur plus marqué. Et que quand on a 28-29 degrés la nuit, on a du mal à rafraîchir. La question se pose sur le rafraîchissement dans le logement à Lyon, elle se pose moins à Saint-Étienne, elle ne se pose pas à Roche-Taillée où on n'a pas de phénomène d'îlot de chaleur. Dans le tertiaire, effectivement, quand on a de l'informatique, il faut un minimum d'amener de frais, c'est pas forcément de la clim, tu l'as dit, du géocooling, du free cooling, enfin de la ventilation nocturne, des choses qui permettent de rafraîchir un peu. Ça doit être pris en compte. Après, sur les locataires, moi je suis un peu moins... Il est peut-être dur ton beau-père, hein, parce que globalement, sur les maisons Clémenceau, il y en a quelques-unes qui sont occupées par des locataires. Globalement, ça se passe bien. J'ai eu qu'une dame une fois qui avait vraiment des difficultés. Je l'ai expliqué pendant la visite. Donc ceux qui n'étaient pas avec moi, vous demanderez aux autres parce que j'ai déjà trop longtemps que je parle dans ce micro. Mais globalement, c'est vrai, il faut s'approprier la chose. Et parfois, certaines personnes peuvent penser que c'est magique. Non, c'est pas magique. Il y a toujours une explication rationnelle, physique derrière la magie du bâtiment passif. Si Stéphane, tu as ajouté quelque chose? Oui, on pourrait préciser l'aspect qui est abordé dans le premier témoignage. Alors c'est vrai que dans le fait que ce soit des propriétaires, ils sont très motivés pour s'approprier les choses, donc forcément. Et à quelque chose près, je serais allé interviewer à Montbrison, mais c'est que je me suis dit, je ne vais pas avoir le temps. Mais j'avais pensé. Et du coup, là, donc le premier projet qu'on voit, c'est l'un des projets que j'ai conçus. Et j'avais interviewé déjà les clients juste après leur premier été. Et là, ça m'avait surpris. Je voulais justement faire une vidéo sur le thème comment on se sent bien l'été. Et moi-même, j'avais trouvé le résultat pas terrible. Alors, je ne me rappelle plus les chiffres, mais je m'étais dit, ah oui, quand même. Et en fait, ça s'est expliqué par le fait que la nuit, ils ventilaient, mais ils ouvraient leurs fenêtres en oscillo. Et ils ne ouvraient pas plus parce qu'ils avaient peur des intrusions. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une terrasse qui donne accès sur toutes les baies vitrées du séjour. Donc, un peu par peur des intrusions, pour eux, c'était pas question d'ouvrir plus. Donc, je me suis dit, là, il y a un enjeu quand même de se dire comment faire pour ouvrir sans qu'on ait... Alors, on avait des moustiquaires, mais sans qu'on ait d'intrusion. Et du coup, quand ils m'ont témoigné ça, je dis, ouais, effectivement, ça pourrait être mieux si on ouvrait grand. Et l'étude, ça m'a rappelé à ce moment-là que l'étude thermique qu'on avait fait au préalable avait montré que si on ouvrait en oscillo, on n'aurait pas un super confort d'été.
Après, on peut ouvrir en grand et laisser les BSO fermés. Du coup, là, l'air circule quand même. Oui, mais les BSO, un voleur peut les soulever. Autant pour moi. Alors, mais par contre, je crois qu'il existe certains BSO qui coûtent plus cher, qui sont anti-intrusion. Donc ça peut être une piste. Mais bon, ça rajoute encore du budget, quoi. Ouais. Et là déjà, on est sur une maison où les clients ont accepté de mettre du budget dans du triple vitrage. Donc bon, il y a un juste équilibre à trouver. Et finalement, du coup, la deuxième année, qu'est-ce qui fait que ça a mieux marché? C'est que suite à ce premier échange entre nous de oui, bon, c'est pas top, en fait, on s'est rappelé que on avait mis une moustiquaire aussi sur la fenêtre de la cuisine. On se rappelait plus qu'on avait mise. On a dit si seulement on en avait mis une là, parce que la cuisine elle donne de l'autre côté, donc dans le vide. On s'est dit si seulement on avait une moustiquaire, on aurait pu ventiler par la cuisine, mais peut-être qu'on va la rajouter. Puis on s'est aperçu qu'il y en avait une. Donc du coup, ils ont l'été dernier, ils ont ventilé comme ça. En traversant du coup. Ouais, donc la cuisine elle est en bas, et puis la salle de bain et les chambres, en fait ça permet de balayer quasiment en diagonale la maison. Voir l'histoire de prise en main du bâtiment qu'on retrouve. Exactement. Parfait. Je vous propose qu'on passe au bâtiment suivant, centre de dialyse. Donc on change vraiment de catégorie de bâtiment. J'appelle Jocelyne Ress, si vous pouvez nous rejoindre s'il vous plaît. On a besoin de vous pour le début. Donc c'est le premier centre de dialyse certifié passif de France. Et il y en a 3 autres qui sont en cours de certification. Vu que Madame Arem qui nous fait l'honneur de sa présence, on s'est dit que au lieu de montrer uniquement des vidéos, on allait profiter. Vous pouvez prendre place. Du coup, Madame Arem, vous êtes 4 techniques dans un centre de dialyse, donc dans le 42. Vous m'avez expliqué que c'est depuis quand que vous êtes que ce centre de dialyse fonctionne, le centre de dialyse passif? Il a ouvert en septembre 2019. Et vous pouvez peut-être nous dire, vous aviez fait une enquête interne sur le confort thermique, Voilà. autant des occupants, donc des dialysés, que du personnel soignant? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place une grande démarche environnementale et puis surtout, on est un établissement de santé, donc on prend soin de nos patients, également de nos professionnels, mais vraiment le patient est au cœur du sujet. Donc on a mis en place avec mon équipe une enquête sur le confort thermique dans ce bâtiment qui a été réalisée sur les 3 derniers mois de l'année 2021. Et au niveau des patients, on a une centaine de patients dans ce centre. Ils viennent ponctuellement, ils ne restent pas en permanence dans le centre de dialyse. Et on a eu 80% des patients qui ont estimé être dans des conditions thermiques très confortables. Donc c'est quand même une grande satisfaction. Ah oui, tout à fait, on était très contents de ça. Je tiens à souligner que dans le centre de dialyse, vous avez fait le choix de mettre un système de climatisation. Vous pouvez nous expliquer comment il fonctionne? Alors en fait, le process de la dialyse par lui-même, il est exothermique. Donc en fait, en été, les générateurs de dialyse vont dégager une quantité de chaleur qui va être importante et en période de canicule qui ne serait pas compatible avec le bien-être du patient. Donc Julien Riva, qui a pensé ce bâtiment avec ses ingénieurs et notamment Franck, ont décidé de mettre dans les salles de dialyse un système de climatisation et qui est programmable. Et voilà, donc on le met en route pas très longtemps en fait hein, c'est juste juillet, août, en période de canicule. Et chaque patient est à même de programmer, de régler en fait la température de son box au demi-degré près en fonction de son état de santé, de son ressenti ce jour-là, en fonction de comment ils se sentent. Donc les 4 salles de dialyse sont équipées de climatisation et on a aussi une très très belle salle de conférence où on fait parfois, pas très souvent, mais parfois des réunions avec beaucoup de professionnels. Et là aussi, dans cette salle-là, on a un système de climatisation que l'on peut mettre en route ponctuellement, manuellement, qui fonctionne très très bien, mais qui fonctionne finalement très très peu dans l'année.
Alors, Jocelyne, vous m'avez aussi expliqué que vous avez mis en place un module de formation pour les soignants, pour qu'ils apprennent à prendre en main le système de climatisation de chauffage, après avoir constaté la première année que dans certains box de dialyse, le chauffage et la clim fonctionnaient en même temps. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à des soignants. Les soignants, ils sont là pour soigner. Ils sont pas là pour connaître comment fonctionne a priori le système de chauffage dans le bâtiment. Et donc, la première année, nous déjà qui étions sensibilisés au label passif et à ce bâtiment-là, donc déjà, il a fallu que nous, on apprenne et qu'on comprenne comment ce bâtiment fonctionnait. Et puis, rapidement, on s'est aperçu que les professionnels de soins, ils maîtrisaient pas le sujet. C'est normal, c'était pas leur boulot, quoi, grosso modo. Et en passant dans les salles de dialyse, parfois, je me suis aperçue qu'il y avait à la fois le chauffage et à la fois la climatisation. Donc, avec les professionnels avec qui je travaille, notamment le docteur Perrine Julien, qu'on va voir dans la vidéo, on s'est dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Et puis, on a pas mal de turnover au niveau des soignants aussi. On a des infirmiers qui tournent, beaucoup d'infirmiers, beaucoup d'agents de soins qui tournent. C'est pas forcément les mêmes le matin, le soir. Donc, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on mette en place un module de formation parce que sinon, on s'en sortira pas. Donc maintenant, quand on a certains professionnels, on regroupe 4-5 professionnels et on leur explique l'utilisation du chauffage, vraiment en allant vers le système, comment ça fonctionne, pareil pour la climatisation. On leur explique comment utiliser les brise-soleil orientables également. On leur demande et on leur explique et on leur démontre par A plus B qu'il faut fermer les portes, qu'il faut ne pas ouvrir les fenêtres. Alors ça a été... difficile. Voilà, ça a été compliqué, qu'il faut absolument tirer le sort du patio et qu'il reste en position fermée, qu'il faut fermer les portes sur l'enveloppe froide, voilà. Mais on met ça en place régulièrement et ça se passe pas mal et de mieux en mieux. Voilà. Ça a l'air de payer parce que vous me disiez avant que vous avez pu faire une étude comparative puisque vous avez un autre centre de dialyse de la même enseigne juste à côté, de la même taille, qui date, si je ne me trompe pas, de 2006. C'est ça. Donc avec donc assez récent, assez performant et quand même nettement moins performant qu'un bâtiment passif. Et vous avez du coup, à usage égal et à taille égale, pu comparer les consommations. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette différence? Alors moi, quand on m'a demandé de superviser ce bâtiment, quand on m'a dit qu'il avait un label passif, je me suis dit, moi je vais en être sûre. Voilà. Vous l'avez recertifié une deuxième fois. Julien, il a beau me dire ce qu'il veut, mais est-ce que ça marche? Est-ce que comment je peux faire pour démontrer que effectivement ça fonctionne? Donc j'avais la chance d'avoir un bâtiment à 100 mètres d'écart avec celui-ci, où on avait la même activité sur l'année 2020, parce que depuis on n'a plus la même activité malheureusement, mais au niveau du nombre de séances de dialyse, on avait pratiquement le même nombre de séances de dialyse dans ce bâtiment qui était sorti de terre en 2006, qui avait déjà un grand confort thermique, mais qui était loin d'être un label passif. Et puis le bâtiment, le centre François Berthoud, qui est sorti de terre en 2019. Donc, on avait la même activité, les mêmes professionnels qui y travaillaient, le même nombre de séances de dialyse pratiquement dans l'année 2020 et le même climat, puisqu'on est à 100 mètres de différence. Et vous avez comparé du coup des factures d'énergie. Alors voilà, donc alors non seulement des factures, parce qu'en plus dans ce label passif, on a la chance d'avoir 50 compteurs électriques, donc on peut savoir exactement ce qu'on passe en chauffage, ce qu'on passe en soins, ce qu'on passe en éclairage, enfin bref. C'est formidable de ce côté-là. Si on est intéressé par les chiffres techniques, c'est extraordinaire. Mais justement, donc, on aimerait le chiffre, justement. Je vais venir, pardon. Je suis un peu bavarde, surtout quand ça me plaît. Et donc, finalement, sur l'année 2020, j'ai comparé la consommation d'énergie totale du centre François Berthoud avec celle du centre Charles de Gaulle, qui est à 100 mètres. Et on a consommé 72% d'énergie de moins pour la même activité, pour la même surface de bâtiment. Cette année-là. Ce qui est assez donc ça marche, merci Julien, merci aux équipes. Voilà. Ça c'est tous usages confondus. Tout usage confondu, voilà. Tous usages confondus.
Merci beaucoup. Je suis bavarde. Non, c'est parfait. Dernier point avant de passer la vidéo. Oui, s'il y en a qui sont surpris qu'on doive climatiser et qui ne sont pas familiers de la dialyse, une personne l'été elle dégage à peu près 100 watts et chacune a un appareil de dialyse qui lui dégage jusqu'à 1500 watts, 1100 en moyenne. Hein. Donc vous voyez, les apports sont énormes. En fait, c'est comme si chacun avait un radiateur électrique. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de climatiser. Hein. Moi, mon père est dialysé aussi dans un autre centre. Et il se plaint du confort, même avec la clim, hein, voilà, parce qu'il est près de la fenêtre. Donc, merci pour la précision. Donc, dernier détail, vous me disiez qu'il y a des avantages acoustiques au fait d'être dans un bâtiment passif. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, complètement. En fait, le bâtiment, il est situé dans un rond-point où il y a énormément de circulation et on a du triple vitrage. On n'entend absolument aucun bruit de véhicule. On est dans un silence incroyable. C'est parfait pour travailler. Ah oui, et puis pour les patients aussi, c'est notre cœur de métier. Donc les patients sont très très bien installés au niveau acoustique. Il n'y a aucun souci particulier. Super. Merci beaucoup Jocelyne pour ce témoignage. Et on va passer à la deuxième partie. On retrouve Jocelyne mais enregistrée. Voilà, je lance la vidéo. Sur la climatisation, je m'interrogeais sur le fait que c'est assez rare d'avoir une climatisation dans un bâtiment passif. Et en fait, vous m'expliquiez avec le docteur Julien que c'est lié au fait que dans ce type de programme, on a des machines qui génèrent de la chaleur. Tout à fait. La dialyse est un soin qui dégage de la chaleur. Les générateurs de dialyse préparent un bain à 37 degrés et donc, du coup, le générateur de dialyse va dégager de la chaleur. On a un process exotherme qu'il a fallu tenir compte lors de la mise en place de ce bâtiment. Et pour compenser un petit peu ce dégagement de chaleur important tout au long de l'année, mais qui en hiver finalement nous est bénéfique pour nous, eh bien en été, on a été obligé de compenser ça avec un système de climatisation qui finalement n'est pas mis en place très longtemps dans l'année. Hein. Il s'agit de 2 mois, c'est le bout du monde, mais quand même ça compense le process exotherme de la dialyse qui est là et qui est indépendant de notre activité. Bon, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, on a eu quand même un accompagnement des équipes de Julien Riva, que ce soit les équipes, le cabinet d'architecture, mais aussi les ingénieurs qui ont travaillé sur le bâtiment. Pendant au moins 3 années de suite, on a fait des réunions de bilan, de confort, et de bilan de consommation énergétique. Donc moi, je supervise tout ça. Donc je faisais une synthèse annuelle que je présentais avec les professionnels de l'article 42, certains professionnels, notamment les équipes techniques qui m'aident, et puis notre direction et le docteur Julien. Et donc on demandait à Julien Riva de venir avec les équipes qui ont travaillé sur le bâtiment et on essayait de mettre en place des actions d'amélioration. Donc au niveau des températures, on a ajusté certaines choses. Au niveau de l'éclairage, ça nous a permis aussi d'ajuster certaines choses pour limiter les consommations tout en ayant un confort de plus en plus de qualité. Voilà, donc l'accompagnement a été aussi très bénéfique pendant les 3 premières années. Et à ce jour, je continue à faire des bilans annuels de comment on se sent dans ce bâtiment et quelles sont les consommations et les améliorations qu'on peut mettre en place d'une année sur l'autre. Tout en étant attentif aussi au retour que vous avez des patients. Exactement, exactement, oui. Bon, et parfait. Des professionnels également. Ok, bon. La sortie de terre de ce bâtiment, ça a été une véritable opportunité pour notre association pour mettre en place une démarche environnementale globale.
dans les années 2020-2021, il n'y avait encore pas beaucoup de démarches environnementales dans les établissements de santé. Et notre président, le professeur Christophe Maria, a vraiment voulu faire que ce soit une opportunité pour nous de mettre en place une démarche globale. Donc ça nous a permis notamment de mettre en marche une gestion des déchets, notamment où on s'est vraiment penché sur tous les déchets qu'on produisait au sein de notre activité pour trouver des filières de valorisation différentes et variées. Également, nous avons souhaité mettre en place la révision de nos pratiques, notamment des pratiques de soins. On a fait le point avec le docteur Julien et les professionnels rencontrés dans les salles de dialyse et on a un petit peu fait la liste de ce qui était indispensable et du coup, on a revu par exemple tout le matériel lié aux soins qu'on pouvait supprimer de nos salles de dialyse. Aussi, on a optimisé la désinfection de nos dispositifs médicaux. Avec Perrine Julien et les autres professionnels, et notamment les hygiénistes, on a revu la fréquence de désinfection du matériel, ce qui nous fait économiser de l'énergie, de l'eau, des produits désinfectants, et également, ça permet d'optimiser, de moins faire vieillir le matériel par des affections à répétition qui n'ont pas vraiment de sens, qui n'avaient pas vraiment lieu d'être. Donc ça a été vraiment la mise en place d'une démarche globale et petit à petit, chaque année, régulièrement, on révise certaines pratiques. Oui, ça a été l'occasion de vous dire on va aller plus loin dans cette démarche de moins consommer, d'être plus pertinent dans les choix, plus responsable. Voilà. Ouais, c'est chouette aussi de voir qu'il y a cet effet rebond qui fait que là, le thème de cette rencontre, c'est le passif et l'architecture qui prend soin. Donc on prend soin des occupants, puis là on se rend compte aussi que c'est aussi prendre soin de son environnement. Exactement. Et puis même le fait de se simplifier aussi les choses, moins s'encombrer, ça a du bon aussi. Amener de la sobriété. Amener de la sobriété, de la réflexion dans chacun de ces gestes. Donc avec le docteur Perrine Julien, on a toute une équipe qui travaille avec nous. On a monté un comité de développement durable qui s'appelle le C2D et on a plein de professionnels qui représentent l'établissement, c'est-à-dire il y a des soignants, il y a des techniciens, il y a des administratifs également. Et ensemble, on essaye d'apporter un regard plus sobre sur nos pratiques au quotidien. Ok. Bon, très bien. Merci pour ce complément. Alors, c'est un peu abrupt la transition. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur en quoi un centre de dialyse prend soin par rapport à l'intervention, la double intervention de Jocelyne Ray, que je remercie encore. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on retrouve cette interrogation sur le degré d'implication de l'occupant par rapport à son bâtiment et le résultat que ça donne. Parce que madame disait, effectivement, vous êtes très intéressé par le sujet, vous allez suivre avec passion tout ce qui se passe et essayer de traquer les moindres pistes d'amélioration. Et vous disiez, par contre, au soignement, il a fallu les former parce qu'effectivement, eux, ils sont là pour soigner les gens. Ils ne sont pas là pour forcément comprendre comment le bâtiment fonctionne. Et on voit qu'effectivement, plus la distance entre la personne et la compréhension du bâtiment est grande, plus ça va être compliqué d'arriver à l'objectif. Donc c'est vrai que dans les difficultés qu'on peut rencontrer sur les fonctionnements de bâtiments, il y a certainement un axe de progrès qui peut être effectivement sans doute la formation, pour que les gens comprennent vraiment que prendre soin du patient, c'est aussi tirer parti de tout le potentiel que peut amener ce bâtiment-là. Et je repensais aussi à ce que tu disais sur les personnes âgées. Alors peut-être qu'effectivement, on a toujours plusieurs degrés d'automatisation possibles dans les bâtiments. On peut penser par exemple à ces fameux stores qui redescendent tout seuls en été ou qui au contraire se relèvent automatiquement en hiver pour les apports solaires. Alors ça a un coût, ça amène aussi de la complexité. C'est vrai que les mises en œuvre de GTC, des fois c'est pas une partie de plaisir pour avoir participé récemment à certains problèmes. On peut se demander effectivement, je pense que certainement le curseur peut être mis sur presque toutes les positions. On peut arriver à du très simple, très low-tech sur des personnes très impliquées, comme des propriétaires, effectivement. Peut-être un peu plus automatisé sur des locataires, et peut-être encore plus sur des personnes âgées qui n'ont pas forcément maintenant la capacité, je dirais, mentale d'intégrer ces éléments-là. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on joue, c'est ce que je me disais. Voilà. Oui, en fait, ça dépend de tous les gens qui sont en face de nous. On a certains professionnels qui sont très très impliqués, qui
prennent soin de l'environnement et qui sont très très moteurs dans ce label passif, dans tous nos locaux d'ailleurs, qui me font remonter fréquemment des actions d'amélioration à mettre en place. Puis d'autres où c'est plus difficile. Tout à l'heure, j'expliquais qu'on a certaines personnes dans les bureaux qui, à 23 degrés, ont une plaide sur les genoux et qui me disent à longueur de journée, j'ai froid. Bon, voilà, on a de tout en fait. Mais la plupart des gens sont très respectueux de l'environnement maintenant, je trouve. Et ont vraiment envie d'aider, de progresser, d'aller dans ce sens-là. Voilà. Mais il reste toujours quelques irréductibles. C'est le facteur humain. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant. Moi, ce qui m'a frappé, je ne connaissais pas du tout le process de dialyse avant de construire le centre François Berthoud. C'est terrible parce que c'est des malades chroniques, c'est-à-dire qu'ils vont venir toute leur vie. Leur seul espoir, c'est les greffes de reins qui sont rares, beaucoup trop rares. Et donc, le patient va faire une dialyse de 6 heures, à peu près. 4 heures. 4 heures, mais il est là 6 heures. Oui, j'ai posé la question avant, du coup, c'est 4 heures sur place, mais avec la période avant et après, c'est 5 heures, 5 heures et demie de présence, ce qui est quand même énorme. 2 à 3 fois par semaine, Oui, toute sa ça. vie. Donc, le centre de dialyse, en fait, c'est un peu sa deuxième maison. Du coup, il a beaucoup d'attentes parce qu'on n'en guérit pas. Et du coup, la démarche d'Arctic, c'était vraiment, c'est ce qui m'avait été dit, c'était de prendre soin, de bien les traiter. Et bien les traiter, ça passe par des températures qui ne sont pas courantes, c'est-à-dire que le patient, il est quand même en état de faiblesse et en état de souffrance, quelque part, quand il fait une dialyse. Donc, la température de confort, c'est plutôt 24. Dans le précédent centre, on n'arrivait pas ou difficilement à obtenir les 24, ou en tout cas pas en tout point de la salle de dialyse. Donc il y avait non, je ne veux pas être là-bas parce qu'il fait froid, je préfère être là. Pareil sur le rafraîchissement. Et donc, effectivement, la première des choses, c'est que le bâtiment passif, ça a permis d'avoir une température homogène. Et puis, globalement, les patients, on atteignait la température qui était demandée. Et donc, il y avait ce confort-là. Donc ça, c'était chouette. Et c'est vrai que c'est le premier point qui prend soin. Après, le passif, ça ne suffit pas. Et alors, moi, je remercie Jocelyne pour son implication, parce que si on a voulu faire des choses un peu low-tech et impliquer le personnel, et c'est vrai que du coup, quand c'est pas automatique, il faut réfléchir, il faut s'en occuper. Et heureusement que Jocelyne est là, parce que il faut s'y intéresser, et puis il faut expliquer, et puis moi je peux pas être là tout le temps, et puis il y a du turnover, donc il faut expliquer. Donc elle a vraiment fait la police, et pour le peu, je dois dire que ça marche. Et ça, c'est pas mal. Et puis on travaille depuis pour d'autres centres de dialyse, et alors j'entends parler des désinfections, ça aussi c'est remarquable, parce que suivant les fournisseurs de générateurs, vous vous rendez compte que les préconisations ne sont pas du tout les mêmes entre ceux qui vont dire 1 fois par jour, 2 fois par jour. Pareil sur les cycles de désinfection de la boucle. La boucle, c'est une boucle d'eau qui circule dans tout le bâtiment, un peu comme un circuit de chauffage central. Donc on le calorifuge énormément parce que cette boucle, elle est portée à 90 degrés, y compris en période de canicule, à minima 1 fois par semaine. Et puis vous avez des personnes, des fournisseurs de matériel qui disent non, mais nous, c'est une désinfection quotidienne. Ils disent mais ça sert à rien, c'est idiot. Dans le centre que j'ai fait avant, ils ne le font pas. Ouais, mais nous, on pense que c'est ça. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que l'hôpital a énormément de chemin à parcourir, et que les implications des fournisseurs de matériel ne sont pas du tout les mêmes, et des gens et des démarches comme celle d'Arctic 42, elles sont bien parce qu'elles font bouger les lignes, parce que du coup on nous a demandé de faire un bâtiment passif, on voit que le fournisseur de générateurs ou de l'osmoseur plutôt, lui il va dire je veux une désinfection quotidienne, donc c'est un non-sens, vous le savez, parce que, et mine de rien, donc on va avoir cette débauche d'énergie qui au contraire va plus gêner le bâtiment qu'autre chose. Et vous, en tant qu'architecte, vous ne pouvez pas dire grand-chose, parce que vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas hygiéniste, mais vous dites juste, à côté, ils font mieux. Oui, complètement. Les lignes sont en train de bouger dans les établissements de santé, mais il faut donner sa personne, quoi. Il faut tous les jours expliquer, se battre, voilà. Mais on y arrive petit à petit, et c'est en train de bouger quand même. Le milieu
médical est en train d'avancer de ce côté-là. L'hôpital est soumis à aucune réglementation thermique. Aucune réglementation ne s'applique à l'hôpital au niveau, pas de RE, pas de RT. Si je ne me trompe pas, les hôpitaux, enfin le soin dans les hôpitaux en France, c'est au moins de 2% de la consommation énergétique. Je ne sais plus, j'ai lu ça cette semaine. Donc c'est assez fou que ce ne soit pas régulé. C'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. 8% des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées au pôle santé. Ah, c'est énorme. Alors par contre, ils prennent. Néanmoins, ils sont en train vraiment. Enfin, effectivement, depuis en 5 ans, il y a une vraie prise de conscience et c'est en train de changer radicalement. Je propose qu'on passe à la suite parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Je suis désolé. On va passer à la suite. Je crois que. Et oui, on a rendez-vous avec les collégiens du campus, de ce campus-là, qui ont quelques petites choses à vous dire. Alors là, je suis avec des collégiens de Saint-Michel. Et donc, ils utilisent les classes qui sont ici, qui ont été faites en bâtiment passif. Alors, ils ne connaissent pas bien le concept d'architecture, mais je vais simplement leur poser la question comment ils s'y sentent. Alors, comment vous sentez dans ces classes? Dehors, on n'entend pas trop les bruits, on est à l'aise. Moi, je suis très bien à l'aise. Quand la prof ou le prof il parle, on entend très bien, il n'y a pas de bruit dehors. On n'entend pas les classes qui sont là, on est tranquille, on entend bien le prof, on n'est pas perturbé. Ouais, c'est bien, on est dans une bonne ambiance de cours parce que on entend bien que la classe, c'est isolé et en plus on a bien chaud. Ok. C'est bien. Et l'été, est-ce que vous n'avez pas trop chaud? Bah, on peut. Je sais pas. Non, ça va, sinon en fait on peut ouvrir la fenêtre et comme ça aère la classe. Bah, dans ce bâtiment, c'est super frais, l'été c'est super frais et l'hiver bah, on n'a pas trop froid, du coup bah, c'est idéal. Voilà. Parce que hier, quand il pleuvait à fond, eh ben, on n'a pas trop entendu la pluie alors que voilà, quoi. Il pleuvait à fond. Ça tombe beaucoup, ici on n'entend rien pratiquement. Et dans le passif aussi, il y a une ventilation qui fait qu'on renouvelle l'air mieux que dans les autres bâtiments. Et donc ça veut dire qu'en théorie, il y a moins de CO2 dans la classe. Et donc on est censé moins s'endormir dans les cours. Est-ce que vous ressentez une différence aussi à ce niveau-là, sur la qualité de l'air? Oui, je le ressens et en cours on s'ennuie moins. Et ouais, j'ai pas vraiment envie de m'endormir comparé dans les autres classes. Ok. Et en plus, je trouve que c'est un bâtiment qui est très joli. Il est moderne. Il est plus moderne, il est plus accueillant, on va dire. Oui, il est un peu plus joli que les autres bâtiments. Avec des matériaux naturels, je vois du bois, de la pierre. Ouais, même qu'il y a de la paille, il y a de la vitre, il y a une vitre et on voit de la paille. Oui, c'est parce que c'est isolé avec de la paille. Ouais, exactement. C'est un très bon isolement d'ailleurs, la paille, on peut confirmer. Super, merci beaucoup pour tous ces retours. Bon alors apparemment, on n'a pas réussi à leur faire expliquer le concept de la double flux, je pense que c'est pas au programme du collège. Mais il y a des choses intéressantes. Vous en pensez quoi de leur réaction? En tout cas, il y a beaucoup de fraîcheur, c'est très sympa, je trouve. On pourrait presque dire, donc du coup, le passif prend soin de l'éducation nationale quand même, parce qu'on s'ennuie moins en cours. Si les résultats c'est ça, on a quand même gagné quelque chose, quoi. Apparemment, oui, ça rend les cours plus intéressants, je retiens ça. Ouais. Oui, puis on retrouve le côté transgénérationnel qu'on évoquait. C'est bien, je trouve, de diffuser ça. Quand vous avez fait la visite, je pense que vous avez pu voir qu'il y a des petits panneaux. Oui, il y en a un que je ne connaissais pas, effectivement, qui expliquent justement la différence de besoin de puissance, notamment entre un bâtiment classique et un bâtiment passif. Bon, je ne sais pas ce qui va en rester de tout ça, mais je pense que c'est bien, effectivement, de continuer dans cette voie de passation, de connaissance de ça. Ouais. Et moi, je remarque aussi que les élèves constatent qu'ils n'entendent pas l'extérieur. Ils sentent. Oui, on retrouve cette acoustique. C'est ça qui, en tout cas, qui perçoivent. J'ai l'impression qu'ils perçoivent pas complètement le confort thermique, mais le confort acoustique, oui. Je trouvais ça intéressant qu'ils arrivent à le formuler. Alors, on a essayé aussi de mesurer la qualité de l'air intérieur. Donc on a mis 2 sondes dans le bâtiment historique du collège et 2 sondes dans le bâtiment, donc on appelle B4.
Alors, le but, hein, c'était de montrer qu'il y avait une bien meilleure qualité de l'air intérieur dans les bâtiments passifs. Alors j'ai été un peu déçu parce que, je ne le dis pas parce qu'il y a Geneviève, mais en fait les professeurs sont pas mal formés en fait au début de chaque cours, ils ventilent. Ce qui est déjà pas mal et qui permet au bâtiment, enfin, des sondes de qualité de l'air intérieur dans le bâtiment historique qui n'a pas de ventilation du tout. Hein, enfin, je pense qu'on a tous fait nos études et notre collège dans un bâtiment identique. On monte à 3000 ppm, donc les recommandations, l'air aujourd'hui, hein, c'est 450 à peu près, l'air ambiant extérieur. Les recommandations pendant le Covid, c'était de ne pas monter au-dessus de 1002-1005. Je m'attendais à des pics pharaoniques. Il y a quelques pics à 3000 ppm. Dans 3000 ppm, on a un air qui est dégradé, mais qui n'est pas encore toxique. Par contre, des gènes à la concentration. Mais on voit bien que régulièrement, les professeurs ouvrent à la récréation, à la fin de l'heure, les portes, enfin les fenêtres. Dans le bâtiment passif, on est plutôt autour de 1000 ppm et on a enregistré quelques pointes à 1600. Enfin, une pointe à 1600 et on est à 1500. Donc c'est un air qualifié de qualité bonne à moyenne. Bonne à 1000 ppm, moyenne à 1600 ppm. Après, du coup, il faudrait refaire un passy énergie, mais en plein hiver ou après une canicule, parce que je pense que pour le moment, alors, déjà Saint-Michel, vous l'avez vu, on a la chance d'être dans un super parc, il n'y a pas de nuisance acoustique. Et puis on est dans j'ai mis les sondes au mois d'août, donc j'ai juste 15 jours de recul. Et la période est très favorable pour ouvrir les fenêtres. Est-ce qu'en hiver, elles seront autant ouvertes? Est-ce qu'en période de surchauffe estivale, elles seront autant ouvertes? On ne sait pas. Mais c'est sûr que le passif prend soin de la qualité de l'air. On peut ouvrir, mais ce n'est pas nécessaire d'ouvrir. On a beaucoup de réserves de puissance, on l'a dit pour ceux qui ont fait la visite avec nous. Sur le B4, on est réglé à 2000 m3 de mémoire, enfin autour de 2000 pour une machine qui peut monter à 5000. Mais à 5000, on l'avait vu, elle fait bouger les luminaires et ce n'était pas le réglage nécessaire. Donc le passif prend soin sur la qualité de l'air intérieur. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur le passif en bâtiment scolaire? Bon, je vous assure, je n'ai pas préparé les élèves. Hein. Ils ont parlé avec beaucoup de spontanéité. Simplement, ce qui est dit par les élèves, c'est vrai que ça me revient tout le temps. Les profs trouvent que c'est super d'enseigner dans ces classes. Les élèves aussi. Alors, vous voyez qu'ils trouvent que ces classes ont des vertus extraordinaires puisqu'ils ne s'endorment pas. Bon, moi je souhaiterais effectivement, mais c'est important, hein, Julien l'a dit, la qualité de l'air, elle est extrêmement importante et vous iriez dans certaines classes du lycée ou du campus qui se trouve rue Michelet, au bout d'une demi-heure, l'air est absolument irrespirable, on ne peut plus travailler, on ne peut plus se concentrer. Ici, on a la chance d'avoir un air qui est parfaitement pur et c'est extrêmement important. Et puis, ce qui ressort aussi, c'est la qualité acoustique de ces bâtiments. Alors, je parle de mon expérience personnelle. Mon bureau se trouve dans le B1 bis et on m'avait dit oh, mais tu ne devrais jamais te mettre ici. Tu es au-dessus de la classe de la cour des écoliers. On m'avait dit mais tu ne vas jamais pouvoir bosser. En plus, les récréations, c'est en permanence. Tu vas avoir un bruit fou, tu ne pourras pas travailler avec le bruit des écoliers. Ce qui est totalement faux, parce qu'en fait, l'acoustique est tellement bonne que même lorsque les petits sont en récréation, je peux vous assurer que je n'entends absolument rien du tout. Donc oui, ça compte beaucoup, et je reprends ce que vous aviez dit, madame, la qualité acoustique pour le travail, elle est essentielle. Et le passif permet d'avoir d'excellents résultats. Donc c'est très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'un jour, le reste des bâtiments sera rénové en passif, on ne sait jamais. C'est parfait. Alors on s'approche de la conclusion. Plus de vidéos, promis. On pourra prendre des questions.
Petite ouverture, donc on parle du passif qui prend soin. Il ne prend pas soin uniquement de ses occupants. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire de plus là-dessus? Moi aussi, ce que je dirais, qui est un peu dans le prolongement de ce qu'ont dit les élèves tout à l'heure, c'est qu'on remarque aussi qu'ils sont tout contents d'être dans un bâtiment qui est neuf, qui est bien conçu, et c'est là où on se rend compte du rôle de l'architecte, même au-delà de simplement le passif, c'est en plus, mais déjà une architecture qui prend soin. Déjà là, beaucoup de choses se jouent, et dans ces classes, ils ne l'ont pas formulé, mais là, en visitant tout à l'heure, on voit qu'il y a une très belle luminosité aussi. Donc voilà, je me dirais, c'est aussi l'architecture qui prend soin. Et puis après, le passif, ce qui a été évoqué par moment, c'est aussi le côté en concevant mieux, on économise de l'énergie, on économise même, je dirais, des moyens, parce que en sachant bien bâtir, on va mettre les bons matériaux aux bons endroits, ce qu'il faut, mais pas trop, on le calcule. Et ça, je me dis, c'est une manière de prendre soin des ressources, mais derrière ça, c'est en fait les générations futures dont on prend soin. Oui, on peut dire qu'avec les trois thématiques qu'on voit ici, on élargit le cercle en fait. On a parlé de prendre soin dans le bâtiment, qualité d'air, acoustique, confort, hygrothermique, etc. Des riverains, on pourrait se dire qu'un bâtiment passif, il consomme très très peu, donc il émet très très peu aussi. On peut imaginer que si on avait par exemple une chaudière gaz, des choses qui émettent des particules dans l'atmosphère, les riverains s'en trouveraient beaucoup mieux si on avait 4 fois moins de production d'émission de ces éléments-là. De la société, on en a parlé un petit peu de manière transverse avec les élèves qui apprennent des choses, les parents qui apprennent à leurs enfants, en tout cas ça se transmet aux enfants, donc finalement on prend soin de la société d'une certaine façon, c'est vrai. Et puis de l'environnement, alors après c'est pas que le passif, effectivement, on essaye de faire des bâtiments qui sont avec des matériaux biosourcés, on devrait faire ça pour tous les bâtiments. Pour le passif c'est assez logique dans la mesure où quand on voit le peu que ça consomme sur 50 ans, on se dit que ce serait vraiment dommage de rater le starting block, l'énergie grise, la construction avec une espèce de débauche d'énergie. Donc c'est une logique, c'est vraiment, ça procède d'une logique pour le passif, mais ça devrait être partout pareil. L'environnement, ça me fait penser à un petit truc aussi. On n'en a pas parlé du tout, mais je me remémore la question sur les moustiques. Tu disais que tu avais la moustiquaire, etc. Juste petite anecdote, j'ai pas de moustiquaire chez moi, pas sur les fenêtres. Nous, on a des moustiquaires sur les lits à l'ancienne. Ça marche bien aussi. Alors, pourquoi? Parce que déjà, la moustiquaire, elle ralentit le flux d'air quand même pour la ventilation naturelle, donc on évite ça. Et puis, je me suis aperçu d'un truc qui est vachement bien. J'ai mis des gîtes à chauves-souris sur mes façades. Et depuis 2 ans, j'ai des chauves-souris tous les étés. Mais vraiment, je ne mens pas, j'ai 0 moustique. C'est impressionnant. Un adulte, ça vous boulotte 3000 insectes par nuit. Alors, il y a des biosolutions qu'on devrait développer. Dans les points sur lesquels on pourrait travailler, il y a sans doute les biosolutions qui doivent être vachement intéressantes, et on prend soin aussi de la biodiversité ambiante. Ça, c'est un point qui me paraît intéressant à creuser. Voilà. Alors, si tu proposes des chauves-souris en adoption, je suis intéressé. Adopte ta chauve-souris. Alors, faut qu'elles viennent bien. Elles ont mis un petit moment à venir. J'ai eu 1 ou 2 ans sans personne, mais là, ça y est, 2e année, toujours le même. J'en ai 3, c'est toujours le même sur lequel elles vont. C'est assez amusant. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette ouverture du rôle de l'architecte, du bâtiment qui prend soin? Et sinon, peut-être qu'on a très peu de temps, donc s'il y a des remarques ou des questions, on va en prendre 2. Est-ce que donc, voilà, vous avez la pression? Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, par contre dans le micro s'il vous plaît, sinon on peut pas enregistrer, merci. Dans les bénéfices du bâtiment passif, pour tous ceux qui sont allergiques au pollen, l'air est filtré, et ceux qui sont allergiques au pollen, c'est un bienfait d'être dans un bâtiment passif. Alors, surtout quand c'est la grosse période. J'ai cru comprendre que les filtres, donc effectivement l'air est filtré dans la VMC double flux. Par contre, j'ai cru comprendre que la finesse du filtre n'était pas suffisante pour enlever tous les pollens. Après, peut-être que c'est suffisant pour un type d'allergie. Moi, j'en connais qui me disent que ça,
On sent une différence. Ok. Une grande partie, mais comme je dis, toujours le micro. Par rapport à une je ne sais plus qui m'a posé la question pendant la visite, et je disais simplement, parce que moi je suis allergique, notamment à l'ambroisie, pas de bol, c'est en ce moment, jusqu'à mi-octobre je m'en tape. La double flux, effectivement, je pense qu'elle doit quand même capturer pas mal de pollen. Le seul problème, c'est que souvent les pollens, c'est les mi-saisons, c'est le printemps et l'automne, et dans une maison passive, on ouvre les fenêtres. Moi je vis fenêtre ouverte actuellement. Donc c'est un petit peu un faux argument pour moi. Enfin, partiellement. Ça en prend une partie, mais il faut savoir que dans le comportement, de toute façon, on va ouvrir la maison. Donc c'est pas 100% efficace quand même, de ce point de vue-là. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a une deuxième et dernière remarque ou question pour l'assistance? Non? Eh bien, du coup, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Je remercie surtout à tous les intervenants d'avoir pris soin de nous et de prendre soin de nous. Et je vous retrouve autour d'un verre. Merci.